Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on va parler du cancer de la prostate. Un sujet qui a été quand même assez médiatisé dans les dernières années. C'est encore ambigu là, de savoir est-ce qu'on fait un test de la prostate au niveau sanguin, on fait-tu le toucher rectal? Parce qu'on sait que ce cancer-là est quand même assez présent chez l'homme. Par contre, ne semble pas si meurtrier que ça. Puis aujourd'hui, on va éclaircir ce sujet-là avec vous. Absolument. On a un invité extraordinaire, Patrick Hay, qui est infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne. Il est également impliqué dans l'enseignement à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, notamment dans un cours de prévention clinique. Donc, c'est vraiment un expert de la prévention en première ligne. On est super contente qu'il prenne le temps de venir parler avec nous. Puis, ça va être une très belle discussion. Alors, bonne écoute. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Patrick, bonjour. Bienvenue à Info IPS. Ben merci. Merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Patrick, pour échanger sur une problématique qui a eu beaucoup de visibilité dans les derniers mois, dans les dernières années. On parle du cancer de la prostate. Avant qu'on commence, Patrick, tu es infirmier praticien en soins de première ligne. Depuis combien de temps? Depuis 2020, donc ça fait bientôt 5 ans. Puis ton parcours infirmier, dresse-nous un peu là, les étapes. Oui, ben moi, je suis infirmier depuis 2007. J'ai fait ma technique au cégep de Sherbrooke. J'ai commencé à travailler. Par la suite, je suis retourné faire mon bac un peu plus tard. J'ai continué à travailler sur le plancher et puis besoin d'un nouveau défi. Donc, en 2018, je me suis inscrit à la maîtrise IPS. Donc, je suis devenu IPS en 2020 suite à ces études-là. Félicitations. Puis, tu as pratiqué dans un GMF. À vrai dire, au départ, ma pratique était principalement au niveau milieu hospitalier. Donc, j'ai travaillé en cardiologie, j'ai travaillé à l'urgence. J'ai travaillé beaucoup en soutien clinique aussi, donc pour l'encadrement des nouvelles infirmières, finalement, donc pour les soutenir dans leur pratique. Puis là, de fil en aiguille, je suis devenu conseiller en soins. Puis après ça, ben là, je suis devenu IPS. Donc là, je me suis mis à travailler plus au niveau justement des milieux de première ligne, donc en GMF principalement, en CLSC. Puis j'entends là, que tu as une fibre d'être dans la gestion, d'être dans l'encadrement, puis c'est ce que tu as poursuivi aussi dans ton rôle d'IPS? Oui, exactement. Donc, depuis 1 an, je suis chef de service des IPS en Estrie. Donc, je m'occupe, si on peut dire, de l'ensemble des IPS là, avec une collègue là, au niveau de l'Estrie. Super. Ben merci beaucoup. Puis on est très excités pour cette discussion-là. On y va? Vraiment, on part avec notre fameuse tradition des vrais ou faux. On va t'énumérer différentes questions. Là. Puis en fait, le but, c'est juste de répondre vrai ou faux. Puis au courant de l'émission, on va pouvoir détailler un petit peu plus les réponses. Excellent. Donc, on part ça. Le cancer de la prostate est le cancer le plus diagnostiqué chez l'homme. C'est vrai. Ça serait 1 sur 8 à peu près. Ouais. Dès l'âge de 50 ans, tous les hommes devraient se faire dépister pour le cancer de la prostate. Ah, ça, c'est faux. Tous les cancers de la prostate sont agressifs et nécessitent un traitement immédiat. C'est faux. Le cancer de la prostate est héréditaire. Ben, c'est vrai dans certaines situations. Faire du vélo augmenterait le risque du cancer de la prostate. Ah, ben ça, c'est faux. La vasectomie prédispose les hommes au cancer de la prostate. C'est faux. Un taux élevé de l'APS, qu'on connaît quand même un petit peu, qui serait l'antigène prostatique spécifique qu'on peut voir dans le sang, signifie que vous avez forcément un cancer de la prostate. Non, c'est faux. Le cancer de la prostate est une conséquence de ce qu'on connaît l'hypertrophie bénigne de la prostate. Non, c'est faux. C'est faux. La prostate n'est pas responsable des problèmes érectiles. Ben c'est vrai, elle n'est pas responsable. Ouais. Exact. Dans ta pratique, est-ce qu'il y a des croyances, des mythes que tu entends un petit peu au sujet de la prostate ou du cancer de la prostate que tu pourrais nous partager?
Oui, à vrai dire, on a peut-être un peu abordé, mais il y a beaucoup d'hommes qui, quand ils viennent au moment de leur consultation, soit quand ils avancent dans la quarantaine ou même qui viennent de débuter la cinquantaine, qui arrivent dans le bureau en disant, bon, ben là, je viens d'atteindre 50 ans ou je vais l'avoir bientôt, donc j'imagine qu'il faut que je commence mon dépistage du cancer de la prostate. Donc, on va en discuter aujourd'hui, mais finalement, on se rend compte que c'est pas toujours vrai que c'est nécessaire de le faire, si on peut dire. Donc, ça ouvre bien la discussion, on va dire, ce mythe-là. Absolument. Puis, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est l'objectif de notre discussion. Hein. C'est un sujet qui est chaud, c'est un sujet qui amène beaucoup de confusion pour les patients, je pense. Puis, il y a souvent une demande dans les bureaux de, tu sais, bon, je suis rendue à tel âge, il faut que je commence. Mais essentiellement, il y a une discussion à avoir avec le professionnel. Puis, c'est un peu cette discussion-là qu'on va avoir aujourd'hui pour permettre aux gens de mieux comprendre. Fait que, avant de parler de cette discussion-là, parlons d'abord de la dite chose, la prostate. Oui. Hein? Je pense que pour mieux comprendre les problématiques, il faut comprendre à la base à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle elle se situe où. Donc, oui. C'est quoi la prostate? Bien, la prostate, à la base, c'est une glande. C'est une glande qui fait partie du système reproducteur des hommes, finalement. La prostate, c'est un petit organe de la taille environ d'une noix ou d'une balle de ping-pong, finalement, qui est situé juste sous la vessie et qui est devant le rectum. Ouais. Puis, dans le fond, au centre de la prostate, il y a ce qu'on appelle l'urètre, donc qui est le conduit qui relie la vessie vers l'extérieur, donc qui permet d'éliminer l'urine ou d'évacuer le sperme, finalement. Puis, en termes d'utilité, si on peut dire à quoi sert la prostate, finalement, elle sert à produire, entre autres, une bonne portion du sperme. Donc, c'est son utilité. Donc, c'est pas un organe, on va dire, qui est essentiel à la vie humaine, mais elle est essentielle à la reproduction. Donc, c'est vrai, c'est ce que je lisais, dans le fond, qu'on disait souvent que c'est pas un organe qui est noble parce qu'on ne fait pas de transplantation de la prostate. Donc, à quoi elle sert? Mais effectivement, elle est essentielle à la fertilité. Hein? Donc, elle va nourrir les spermatozoïdes des nutriments, du sucre, des protéines pour leur survie. Puis, je trouvais intéressant, tu nommais là, que c'est la taille. On parle aussi de sa texture. Hein, oui, c'est une texture souvent un peu caoutchouteuse, là, on va dire, donc un peu comme une petite balle de caoutchouc. C'est lisse. C'est lisse, en effet, donc il ne devrait pas y avoir de nodules. Puis là, j'imagine que tu en parles, entre autres, parce que je pense que tout le monde connaît un peu le fameux toucher rectal, ouais. Donc d'où l'importance que quand un clinicien va aller faire le toucher rectal, ce qu'il va aller rechercher, finalement, c'est d'aller justement apprécier les caractéristiques de cette dite prostate. Donc, comme tu dis, en termes de texture ou de détecter est-ce qu'il y a des nodules qui sont perceptibles, donc que la prostate ne serait plus lisse, par exemple. Puis les gens sont gênés hein, quand on parle, en fait, surtout les hommes. Déjà que les hommes ne consultent pas beaucoup, lorsqu'ils doivent parler de leur prostate. Nous, les femmes, on est habitués déjà à un jeune âge de faire nos examens gynécologiques. Pour l'homme, de parler de sa prostate puis de penser « Oh mon Dieu, je vais avoir un toucher rectal », c'est la fin du monde pour eux. Pourquoi c'est autant tabou? Pourquoi que les hommes sont autant gênés de parler de leur prostate? C'est une bonne question. Puis je pense que chacun a peut-être un peu ses raisons personnelles. Ouais. Mais ceci dit, je pense que c'est un sujet de discussion entre beaucoup d'hommes en vieillissant, justement, en se doutant qu'ils s'en vont vers un moment où ils vont aller voir leur professionnel puis qu'on va leur proposer un toucher rectal. Mais bon... c'est un geste peut-être qui est plus invasif que ce que les hommes ont connu au cours de leur vie dans leur processus de soins. Donc, ils ne sont pas habitués nécessairement à ce genre de soins-là. Puis, comme tu as dit, c'est sûr qu'on le sait au niveau des études, ça démontre aussi que les femmes vont être plus portées à consulter pour des problèmes de santé que les hommes. Donc, peut-être déjà, les hommes sont moins habitués à consulter leur professionnel, surtout à titre préventif. Donc, de dire, j'ai même pas de problème, mais je vais aller consulter mon professionnel pour être sûr que j'ai pas de problème. Puis bon, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un petit tabou, on peut dire, autour du toucher rectal parce qu'on s'entend que c'est une technique qui est indolore en tant que telle, qui est peut-être pas agréable, mais qui est pas, c'est pas quelque chose qui fait mal en particulier. Puis est-ce qu'un patient serait obligé de se soumettre à ce test-là? C'est une bonne question parce qu'un patient n'est jamais obligé à rien. Là. Il peut toujours choisir d'accepter ou de refuser un soin qui est proposé. Mais tu sais, je pense que ça nous amène à notre discussion d'aujourd'hui. Si on parle de dépistage du cancer de la prostate, c'est sûr qu'on a des recommandations, si on peut dire, mais le patient est toujours libre de choisir s'il veut aller vers ce dépistage-là ou pas.
Donc, c'est pas une obligation, si on peut dire, là, de soumettre à ce test-là. On pourra y revenir un petit peu plus tard dans le dépistage puis le diagnostic, mais je voulais qu'on complète on sait que la prostate, tu disais que c'est une glande sexuelle qui a une taille qui va grandir avec l'âge, là, la taille va augmenter. Elle est très mal située. Oui, en effet. Ce qui fait que t'as nommé là, qu'elle était proche de la vessie, était proche du rectum, que l'urètre qui passait complètement à travers. C'est ce qui explique aussi que les symptômes urinaires sont fréquents dans la situation de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Mais aussi, elle s'insère, elle est comme enveloppée d'une toile d'araignée de nerfs, dont les nerfs érectiles, entre autres. Puis on disait, donc, ils ne sont pas à l'intérieur de la prostate. On disait dans les vrais ou faux, là, est-ce que ça amène les problèmes érectiles? Ce n'est pas le cas. Par contre, s'il faut aller faire une technique, une biopsie, c'est là qu'il y a un risque. Oui, en effet, donc c'est ça. Donc, il y a des nerfs qui recouvrent la prostate, donc, comme tu dis, les nerfs érectiles. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours certains risques. Donc, si on parle, exemple, de biopsie, donc, biopsie, finalement, c'est on utilise une aiguille pour aller chercher un échantillon de la prostate. Ça se fait sous échographie, mais bon, il y a toujours des risques de quand même atteindre certains nerfs au moment de la biopsie. Puis ça, c'est pour la biopsie, mais si on va vers une chirurgie, le risque est encore plus grand d'endommager ces certains nerfs-là et donc d'engendrer, si on peut dire, une dysfonction érectile à cause du traitement. Bien, puis c'est un peu l'essence de la discussion parce qu'on entend souvent qu'il y a des effets indésirables après ces interventions-là. Puis c'est ce qui amène à se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire toutes ces investigations-là, sachant que ça peut amener des conséquences, des dysfonctions érectiles, des problèmes urinaires chez l'homme. Donc, c'est un peu ça qu'on va éclaircir aujourd'hui. Parlons des cancers. Oui. Hein, on a parlé de la glande, de l'organe en soi. C'est quoi les types de cancers qu'il y a? On disait que ils n'étaient pas tous agressifs, finalement? Non, exact. À vrai dire, même plus de 90% des cancers de la prostate sont des cancers qui vont évoluer lentement. Puis même, il y a dans certaines études, ils ont démontré qu'une fois qu'on fait des autopsies sur des hommes qui sont décédés en âge avancé, exemple, chez plusieurs d'entre eux, on retrouvait des cancers de la prostate, mais ces hommes-là ne se sont jamais plaints de symptômes en particulier. Donc, ce qui a amené à réfléchir, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir un cancer de la prostate et qui vont décéder d'une autre cause que le cancer de la prostate parce que ce cancer-là évolue tellement lentement qu'il n'occasionnera pas de symptômes puis il occasionnera peut-être même pas la mort de la personne. 100%, oui. On parlait, c'était le premier cancer là, qui était le plus touché chez l'homme en excluant le mélanome au niveau de la peau. On parlait tantôt du toucher rectal, puis en fait, un petit peu de la prise de sang. Le toucher rectal, quand est-ce qu'on va le recommander? Parce que dans le temps, avant, il y a plusieurs années, on le faisait systématiquement. C'est quoi aujourd'hui les recommandations? Eh bien, c'est intéressant que tu en parles, Kim, parce qu'à vrai dire, il y a peu d'entente entre les différentes sociétés savantes. Donc, les études dont on dispose, on a de la difficulté à venir trancher, dire est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Fait que, il y a des études qui disent que oui, d'autres études qui disent que non. Donc, même au niveau de la communauté scientifique, on n'arrive pas à se positionner pour dire hors de tout doute, oui, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Mais c'est sûr, quand on parle de dépistage, souvent, dans nos guides de pratique, du moins au Québec, on va dire que c'est souvent le plus possible indissociable, dans le sens que si on décide d'aller vers un dépistage en faisant la prise de sang, qui est la fameuse PSA ou APS, bien, on devrait toujours le combiner avec le toucher rectal, tout simplement parce que, je pense on va sûrement reparler plus tard quand on va parler plus de la PSA, mais la PSA peut être normale et que le toucher rectal, lui, soit anormal. Donc, on trouve quelque chose d'anormal qui nécessite d'autres investigations au moment du toucher rectal qu'on n'a pas détecté avec la prise de sang. Donc, des fois, ça peut amener, on peut dire, une certaine fausse réassurance si on irait vers juste la prise de sang. C'est très imparfait. Hein? En fait, actuellement, c'est ce qu'on a de mieux pour dépister ce cancer-là. Mais parlons-en, comme on est dans le dépistage, l'APS ou la PSA, là, c'est quoi, puis à quoi elle sert? Oui, bien, la PSA, finalement, c'est une enzyme qui est sécrétée par la prostate. Oui. À la base, cette enzyme-là, elle sert tout simplement à assurer, on va dire, la fluidité du sperme, donc qui reste liquide, donc pour faire la fonction pour laquelle qui se rende à la bonne place. Qui se rende à la bonne place.
et engendre un bébé. Mais ceci dit, cette PSA-là, elle est libérée seulement par la prostate. Donc, elle est spécifique au tissu prostatique. Par contre, elle n'est pas spécifique au cancer. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire élever cette fameuse PSA. Puis là, on parle qu'elle est libérée par la prostate, mais il y a toujours une petite portion qui est détectable dans le sang également. Donc, ça reflète un peu la santé de notre prostate. Mais s'il y avait un problème, c'est pas nécessairement un cancer. Qu'est-ce qui pourrait justement augmenter le taux de PSA dans notre sang en l'absence d'un cancer? Tantôt, tu as nommé une des causes quand même fréquentes, puis on parle d'hyperplasie bénigne de la prostate. L'hyperplasie bénigne de la prostate, finalement, ce que c'est, on va dire c'est un peu un vieillissement de la prostate. Puis en vieillissant, la prostate, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente de volume. Donc, elle grossit, finalement, chez pas mal tous les hommes. C'est juste que chez certains hommes, elle va grossir peut-être plus rapidement, ou du moins va occasionner plus de symptômes chez certains hommes que d'autres. Donc, quand la prostate va grossir, en ayant plus de cellules prostatiques, va générer plus de PSA, donc peut faire augmenter la PSA. Fait que ça, c'est une des causes. Donc, l'hyperplasie, donc une prostate plus grosse ne signifie pas forcément un cancer. Ça serait quoi les symptômes d'une prostate, justement, qui est un petit peu plus grosse? Ça va être des symptômes principalement urinaires, un peu comme je l'expliquais tantôt où était située la prostate. Comme l'urètre passe au centre de la prostate, donc si la prostate augmente de volume, elle va se trouver à comprimer l'urètre, qui est un tuyau, finalement. Donc, ça va diminuer la taille du tuyau. Là, déjà, juste en disant ça, probablement que plusieurs hommes reconnaissent certains symptômes. On s'imagine que le tuyau est plus petit. Donc, on peut avoir, exemple, de la difficulté à commencer à uriner. Le jet peut s'interrompre au moment où on urine. On peut devoir forcer pour uriner. On peut faire ce qu'on appelle du goutte à goutte. Donc, c'est comme si l'urine ne veut pas sortir en bon jet. Puis en parlant de jet, souvent on va avoir une diminution de la force du jet également. Puis si on parle de quelque chose qui est plus traumatique, donc si l'urètre est plus rétréci, qu'on doit forcer, parfois on peut avoir même du sang dans les urines. Donc c'est toutes des bonnes raisons des fois de devoir, pas s'inquiéter, mais penser qu'il y a peut-être un problème avec notre prostate à ce moment-là. Parce que le cancer de la prostate n'amène pas. On pense toujours que quand on a des symptômes, c'est parce qu'on a un cancer, puis les hommes sont très, très, très inquiets. Donc c'est pas parce qu'on a des symptômes qu'on a forcément un cancer de la prostate. Non, puis en effet, quand on parlait des mythes, en effet, c'est un autre mythe peut-être qu'on entend souvent sur la prostate. Il y a beaucoup d'hommes qui se présentent en bureau avec des symptômes urinaires et qui pensent à tort, mais en même temps, je peux comprendre que ça peut être inquiétant, mais qui pensent souvent au cancer en premier lieu, alors que c'est rarement un cancer. Parce qu'avant que le cancer de la prostate amène des symptômes, souvent, on est rendu à un stade avancé, dans le sens que faut que le cancer ait pris quand même beaucoup de place pour arriver à comprimer les voies urinaires. Parce qu'on peut avoir un cancer qui est localisé, qui va être à l'intérieur de la prostate, puis comme tu nommais, ça peut prendre de l'ampleur, puis à ce moment-là, se sortir de la prostate, puis à ce moment-là, on est dans la portion plus métastatique ou répandue. Puis c'est à ce moment-là qu'on n'est plus en mesure vraiment. On peut faire des choses pour ralentir la progression, mais une fois qu'il est détecté tôt, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on traite tous les cancers de la prostate? Eh bien, non, de moins en moins, à vrai dire, un peu comme on l'a nommé tantôt, on se rend compte que souvent les hommes vont décéder avec leur cancer de la prostate, souvent d'une autre cause. Par exemple, ils vont faire un infarctus ou un AVC en âge avancé, même s'ils ont un cancer de la prostate, donc c'est pas ça qui va les emporter. Pour la plupart, évidemment, il y a toujours des exceptions, comme on dit, de cancers qui sont parfois plus agressifs, mais si la majorité des cancers qui sont à évolution lente, souvent, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est l'observation. On va le suivre dans le temps, soit en dosant la fameuse PSA pour voir l'évolution du cancer, mais c'est pas d'emblée qu'on va proposer un traitement agressif pour ce type de cancer-là, parce que, comme on le disait tantôt, d'autant plus que les traitements vont amener des effets secondaires qui sont vraiment souvent pas très intéressants pour les hommes, quand on parle, exemple, de dysfonction érectile ou de même de problèmes urinaires, là, comme des incontinences ou des choses comme ça. Qui sont permanents. Qui sont permanents par la suite, en effet. Ça serait quoi les étapes pour se rendre justement vers un urologue qui est le spécialiste, en fait, des symptômes urinaires? Ça serait quoi les étapes avant de le référer, justement? Par exemple, on ferait une APS, une prise de sang. Idéalement, on veut 2 contrôles. Par la suite, c'est quoi les étapes qui vont s'offrir justement à l'homme? C'est intéressant, mais pendant que tu parles de ça, ça me fait penser qu'on n'est pas revenu complètement sur toutes les autres causes qui peuvent faire monter la PSA. Oui, vas-y. C'est juste que ça vient expliquer pourquoi tu dis on fait un deuxième contrôle. C'est qu'on a dit qu'il y avait d'autres causes qui peuvent faire augmenter la PSA. Donc, si je fais un dosage de PSA qui est élevé, ça ne veut pas dire d'emblée qu'on est face à un cancer.
Donc, il faut avant éliminer les autres causes qui pourraient faire une augmentation de la PSA. Donc, on a parlé d'hyperplasie bénigne de la prostate, mais tout ce qui est infection des voies urinaires va faire également augmenter la PSA. Donc, qu'on parle d'une infection urinaire banale ou qu'on parle, chez les hommes, on peut retrouver ce qu'on appelle des prostatites, donc des infections ou inflammations de la prostate qui vont également faire augmenter la PSA. Il y a d'autres choses plus ponctuelles, plus banales qui peuvent faire aussi augmenter le PSA. Donc, par exemple, on parle de l'activité sexuelle. Donc, si le patient a eu une relation sexuelle quelques heures avant son dosage de PSA, ça peut faire augmenter le PSA. Le vélo. Fait que les longues routes en vélo, la raison est simple, étant donné que, une selle, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, une selle de vélo, mais elle va souvent faire appui près de la prostate. Donc, en faisant une pression prolongée au niveau de la prostate, c'est comme si on fait une certaine stimulation de la prostate, donc qui peut faire augmenter le PSA, parce que toute aussi stimulation de la prostate peut faire augmenter le PSA. Donc, si vous avez vu votre urologue le matin, exemple, qui a fait un toucher rectal ou qui a fait une intervention urologique et que vous faites un dosage de PSA dans la même journée, très probable qu'elle va être faussée. Donc, c'est probablement pas le bon moment de faire ce dosage de PSA. Oui, il recommandait pour le vélo d'attendre 48 heures avant de faire le dosage de l'APS. Puis tu disais, les relations sexuelles, s'il y a des relations qui sont de type anal ou qu'il y a eu justement un massage prostatique, là, il disait d'éviter une semaine avant de faire le dosage. Fait que je pense que c'est tout à fait important qu'on le nomme pour que les gens soient sensibilisés à ça, au même titre que quand on fait notre bilan de cholestérol, on veut pas prendre de l'alcool 2 jours avant. Fait que c'est d'être sensible à ça. Est-ce que l'APS peut augmenter... en fait, pas l'APS. Le vélo, est-ce qu'il augmente les risques de cancer? On l'avait dans nos faux. Je vous ai répondu que c'était faux. Non, à vrai dire, le vélo augmente pas le risque de cancer. Comme on a dit, à cause de la stimulation, on va dire presque au niveau de la prostate, il va faire augmenter le PSA. Mais comme on a dit dans ce contexte-là, c'est pas une PSA qui est augmentée dans un contexte de cancer. Donc non, on peut se rassurer. Puis même au contraire, à vrai dire, si vous faites du vélo, c'est une très bonne activité physique. Donc on continue à faire du vélo sans problème. Puis, Patrick, je lisais 75% des gens qui ont une valeur de PSA élevée n'ont pas le cancer. Donc, c'est quand même énorme comme proportion. La majeure partie, ça ne sera pas d'une cause de cancer. Mais tu l'as nommé tantôt aussi, des fois, on peut avoir un taux de PSA normal puis avoir un cancer. Fait que d'où l'ambiguïté puis peut-être la place d'avoir un toucher rectal pour justement aller chercher des anomalies qu'on n'aurait pas avec le taux d'APS. Il y a des médicaments qui peuvent faire diminuer. Oui, tout à fait. Fait qu'il y a aussi des médicaments qui vont influencer le niveau de PSA. Donc, c'est pour ça que votre professionnel de la santé doit être quand même vigilant face à ça. Donc, si vous prenez certains médicaments qui peuvent abaisser les valeurs de PSA ou les augmenter, donc il faut vraiment les prendre en considération également. Souvent, on a comme des petites règles, là, de dire comme de multiplication du taux de PSA qui nous permet d'ajuster en fonction de la médication qu'on prend. Puis, d'où l'importance, comme on le disait tantôt, de recontrôler cette valeur-là une deuxième fois. Donc, habituellement, là, je reviens presque à la question de Kim, finalement. Avant de référer notre patient vers le spécialiste, vers l'urologue, finalement, on va souvent devoir faire un deuxième contrôle après quelques semaines, justement, ou si, justement, on a trouvé une autre cause d'augmentation de PSA, finalement, questionnant le patient, on se rend compte qu'il y a des symptômes d'infection urinaire, on va traiter l'infection et on va recontrôler la PSA quelques temps après l'infection urinaire pour s'assurer que la PSA n'est pas influencée par l'infection que le patient vient d'avoir. Donc, puis suite à ces deux tests-là, si la PSA demeure élevée, bien, c'est là qu'on a une indication souvent de référer vers un spécialiste, vers l'urologue ou des IPSSA en urologie, exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? Rendu là, mettons, on a 2 valeurs justement qui est un peu plus élevée. L'urologue rendu à ce niveau-là, ça serait quoi ses interventions? Est-ce qu'il va directement en biopsie? Parce que la biopsie, on en a parlé tantôt, ça peut quand même être grave de conséquences, pas une intervention qui est forcément banale. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est sûr, là, je ne me prétends pas urologue du tout. C'est ça en urologie. Mais de ce que j'en sais, évidemment, l'urologue, quand il va revoir le patient, va re-questionner le patient, va refaire l'examen physique. Donc, attendez-vous à un autre toucher rectal à ce moment-là. Puis il est expert. Il est expert. Il a le doigté, on va dire. Oui, parce que c'est pas évident non plus là, de faire un toucher rectal. Veut pas, faut en faire quand même beaucoup. La longueur des doigts peut jouer quand même un peu aussi, mais effectivement, il en fait beaucoup. Il a beaucoup d'expérience. Exactement. Fait que c'est sûr que l'urologue va refaire cette évaluation-là avec le patient et va exposer, on va dire, les options au patient. Donc, c'est sûr qu'on ne fera jamais une biopsie contre le désir du patient, évidemment. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut l'avoir en tête que souvent, pour vouloir, on va dire,
éliminer un cancer, c'est l'étape suivante, c'est la biopsie. Puis comme on le disait tantôt, la biopsie, c'est fait avec une aiguille où on va chercher des échantillons de la prostate. Je dis des parce que ça en prend plusieurs, parce que étant donné que la prostate, on peut s'imaginer que c'est presque sphérique. Donc, il y a plusieurs régions de la prostate et le cancer peut être localisé seulement dans une petite région de la prostate. Donc, si on prend une seule biopsie, il y a des risques qu'on passe à côté là, du cancer à ce moment-là. Habituellement, l'urologue va se guider avec une échographie pour essayer de cibler une région, s'il y a une région en particulier qui semblait suspecte, on va dire. OK. Et fait qu'ils font plusieurs prélèvements, c'est ce que tu dis, là. Oui, exactement. Souvent entre 6 et 12 prélèvements, mais pour le patient, ça paraît pas. C'est la même technique. On est déjà installé pour la biopsie. Puis, les prélèvements vont être faits pour essayer d'avoir une image le plus possible, on va dire, de 360 degrés de notre prostate à ce moment-là. Ça m'amène à te poser la question, Patrick. Tu disais, il va y avoir évidemment un contrôle au niveau de l'examen physique. On va discuter avec le patient. C'est quoi les facteurs de risque? En fait, qu'est-ce qu'on va rechercher pour se dire, ce patient-là, il y a peut-être plus de chances que ce soit un cancer et on va peut-être encourager à aller vers la biopsie? Le premier facteur de risque du cancer de la prostate, évidemment, c'est l'âge. Donc, plus on avance en âge, plus on a de risque de développer un cancer de la prostate. Tantôt, on l'a abordé dans les vrais ou faux aussi. Donc, il y a certains cancers de la prostate qui ont une cause, on va dire, plus génétique, héréditaire. Ouais. C'est pas la majorité, heureusement. Mais reste que si le patient a des antécédents familiaux de cancer de la prostate, donc principalement premier degré, on va dire, donc père, frère, c'est sûr qu'il s'expose, il est plus à risque de développer un cancer de la prostate. Puis souvent, chez ces patients-là, on va même vouloir débuter les dépistages quand on va vers un dépistage de façon un petit peu plus précoce que le reste de la population. Donc, l'âge, les antécédents familiaux. Pour ce qui est des facteurs, il y a aussi certaines races, donc il y a certaines personnes de certaines nationalités qui sont plus à risque. On va parler entre autres des personnes de race noire, d'origine africaine principalement ou caribéenne qui sont plus à risque de cancer de la prostate. Puis à l'inverse, les gens d'origine asiatique sont moins à risque. De cancer de la prostate. On ne sait pas pourquoi, hein? Probablement que c'est une histoire génétique, mais en effet, là, j'ai pas le détail du pourquoi ces gens-là sont plus à risque. Mais dans les études épidémiologiques, quand on regarde le nombre de cancers dans les différents types de populations, on se rend compte qu'il y a plus de cancers chez ces gens-là. Mais moi, j'avais entendu, puis c'est clairement encore plutôt en analyse ou en étude, mais les gens avec la peau noire absorbent moins la vitamine D de par la coloration. Je sais pas si c'est un lien, une corrélation qui pourra être fait de façon directe éventuellement, mais c'est ce que j'avais lu par rapport à ça. J'avais lu aussi au niveau de la testostérone qui est augmentée un petit peu chez les hommes à peau noire. Oui, fait que ça aussi pouvait augmenter un petit peu le risque. Puis je lisais aussi que la sédentarité pouvait augmenter jusqu'à 20 le risque du cancer de la prostate. Donc, faites de l'exercice. Oui, exactement. Puis, tu sais, l'obésité aussi a été apportée souvent comme étant probablement un facteur contribuant. C'est sûr que pour l'instant, au niveau des études du cancer de la prostate, il n'y a pas d'étude qui a franchement nommé d'autres facteurs de risque, comme par exemple au niveau de l'alimentation, de l'alcool, c'est les facteurs tabac qu'on est habitué de connaître comme étant des agents, des facteurs de risque pour les cancers. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'études en cours en ce moment. On a beaucoup d'hypothèses, on va dire, mais qui pour l'instant ne sont pas encore été vraiment étudiées là, de façon assidue pour dire oui, ce facteur-là augmente le risque de cancer. OK. On se fait beaucoup challenger en bureau, je trouve, au niveau des jeunes. Les jeunes veulent de plus en plus une prise de sang. Ils veulent vérifier parce qu'il y a eu des situations là, dernièrement, dans les derniers mois, que ça a été très médiatisé. Qu'est-ce qu'on dirait à ces jeunes-là qui se questionnent justement pour demander un test de l'APS au niveau sanguin? C'est sûr que je pense d'un, faut les écouter. Souvent, si l'inquiétude est là, c'est que ça vaut la peine d'en parler, de l'adresser. Ceci dit, pour l'instant, on a peu d'études qui vont soutenir le fait, d'exemple, de débuter un dépistage très tôt dans la vie. Peut-être que ça va changer éventuellement. C'est l'intérêt de la communauté scientifique dans le sens que ça évolue rapidement, donc il faut se tenir à jour dans ce genre de choses-là. Fait que c'est sûr qu'avec tout ce qui est arrivé dernièrement, je pense que ça leur hausse un petit peu la sensibilité des gens au cancer de la prostate. Donc oui, en effet, il y a peut-être plus de gens qui se sentent interpellés par cette problématique-là. Ceci dit, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études ou de preuves scientifiques nous démontrant qu'on a intérêt à dépister plus rapidement chez les plus jeunes. Comme on a nommé, il y a certains types de cancers qui vont être plus agressifs que d'autres. Souvent, c'est des cancers qui ont une origine, on va dire, génétique à ce moment-là. Donc,
si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, ça vaut la peine d'en parler avec votre professionnel de la santé, tout simplement pour éveiller son niveau de suspicion, si on peut dire, puis d'ouvrir la discussion sur le dépistage. Mais ceci dit, exemple, je suis pas sûr, tu sais, pour l'instant, à 30 ans, il n'y a pas d'indication de faire de dépistage du cancer de la prostate. Mais ceci dit, ça vaut la peine d'en parler. Oui, puis ce qui est embêtant, c'est que, comme tu nommais tantôt, il est asymptomatique, ce cancer-là, dans les débuts. T'sais, fait que je comprends les gens d'être inquiets puis de se dire ouais, mais là d'un coup on manque quelque chose, puis on entend dans les médias, il y a beaucoup d'hommes là, qui se sont exposés puis qui ont nommé pour justement sensibiliser l'importance de s'en préoccuper. Donc, je pense que tu as tout à fait raison d'avoir une écoute, une ouverture. Puis si c'est réellement une crainte, je pense que c'est d'exposer les risques associés avec les faux positifs. Hein? Comme tu as nommé, il y a plein de choses qui peuvent faire augmenter le résultat. Et dans ce cas-là, on va aussi faire un contrôle. Puis si jamais il y a une anomalie, bien, c'est sûr qu'on va l'adresser. Mais je pense que c'est une discussion à avoir. Puis tu parlais de l'hérédité. C'est 5 à 10 des cancers de la prostate. Tu as dit 90 n'étaient pas héréditaires, donc ça revient à la même chose. Ouais. Puis la minute qu'il est rendu symptomatique et qu'on a des symptômes de ça, il est souvent très avancé à ce moment-là. Ouais. Vas-y. C'est un cancer qu'on guérit bien normalement. Une fois qu'on a détecté ce cancer-là, le pronostic? Oui, ben vraiment, là, ça dépend un peu. Comme on disait, quand le cancer agressif, malheureusement, souvent, on va le détecter au stade où être plus avancé. Donc là, en effet, à ce moment-là, il est souvent plus difficile à traiter, surtout si on parle qu'il est dans une phase qu'on va dire métastatique, donc un cancer qui a créé des métastases, donc qui s'est répandu ailleurs dans le corps. À ce moment-là, il est beaucoup plus difficile à traiter, beaucoup plus difficile à cibler, si on peut dire, avec les traitements. Mais pour ce qui est des cancers les plus fréquents, comme on disait, là, plus de 90% des cas, en effet, les traitements fonctionnent très, très bien. Donc, habituellement, on réussit bien à les traiter. Puis, comme on disait souvent, on va peut-être même juste observer le cancer sans même le traiter. De plus en plus. Oui, vraiment, en tout cas, les conférences qu'on a écoutées. Puis, parlons un peu des examens qu'on peut faire complémentaires. Il y a l'avenue de l'IRM qui a toujours été là, mais on s'en sert un petit peu plus. À quoi va servir l'IRM? Bien, l'IRM prostatique, finalement, donc l'IRM à la base, c'est une imagerie par résonance magnétique. Donc, c'est une imagerie qui est intéressante dans le sens qu'il n'y a pas de radiation. L'enjeu qu'on a avec l'IRM au Québec, c'est son accessibilité. Donc, l'IRM, on le retrouve surtout dans les grands centres hospitaliers qui vont avoir accès à un IRM parce que c'est un appareil qui est coûteux, on va le dire comme ça. Donc, souvent, on va le réserver pour des cas qui nécessitent vraiment un IRM. Par contre, dans les dernières études, on a démontré qu'en effet, que l'IRM prostatique, l'IRM, c'est un examen qui est très précis. Donc, on arrive à bien voir les tissus mous principalement. Donc, la prostate fait partie un peu des tissus qui sont bien vus, on va dire, avec l'IRM. Ceci dit, ça prend quand même une expertise de la part du radiologiste pour être capable de bien lire ce type d'examen puis de détecter, exemple, un foyer au niveau de la prostate de cellules qui auraient une apparence cancéreuse, par exemple. Donc, oui, c'est une avenue qui pourrait être prometteuse. Sauf que pour l'instant, l'accessibilité limite un peu l'utilisation qu'on peut en faire. Je sais qu'il y a quand même plusieurs urologues qui utilisent cette avenue-là. Ouais. Donc, c'est sûr qu'en spécialité, c'est plus facile pour eux. Par contre, en première ligne, pour nous, l'accessibilité est vraiment plus difficile. Donc, on reste avec nos techniques, on va dire, plus... oui, bien, c'était plus que les gens peuvent s'attendre à peut-être, plutôt que d'avoir un traitement pour le cancer, avoir une surveillance, comme tu nommais, de ce cancer-là via des contrôles de PSA pour s'assurer qu'elle reste stable. Puis aussi, avec l'IRM, on est capable de bien voir si le cancer progresse vers l'extérieur de la prostate ou s'il demeure localisé. Puis aussi, avant des fois de faire la biopsie. Exact. Un IRM pourrait être fait aussi parce que c'est moins invasif, il n'y a pas de conséquences sur du long terme, versus la biopsie, c'est très loin, c'est difficilement accessible. Donc, l'IRM pourrait être envisageable, c'est facilement accessible. Exact. On parlait de dépistage. Donc, à quel âge que l'homme doit demander un dépistage de la prostate? Oui, donc, encore une fois, comme je vous disais, il y a un peu de discordance dans les sociétés savantes. Si on prend le cas du Québec, donc nous, on se base beaucoup sur le guide de prévention clinique et les recommandations, on va dire, de l'INES, là, qui est l'Institut national d'expertise en santé et services sociaux. Donc, l'INES, ce qu'il recommande en ce moment, on parle d'un dépistage qui débute à l'âge de 55 ans, qui va se terminer à l'âge de 69 ans.
Puis chez les hommes, qu'on va dire, qui ont une espérance de vie d'au moins 10 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est juste que, bon, si déjà on sait qu'on est très hypothéqué, peut-être que ça vaut pas la peine de dépister le cancer de la prostate et de s'embarquer dans des investigations et peut-être même des traitements alors qu'on risque de peut-être décéder d'autres choses. Comme on l'a dit, c'est un cancer qui évolue lentement. Donc, c'est pourquoi souvent on a ce barème-là de 10 ans. Ceci dit, d'autres sociétés savantes proposent d'autres âges, comme par exemple, je pense à l'Association des urologues du Canada, qui, eux, parlent de débuter le dépistage à partir de 50 ans. Fait que je vous dirais qu'entre 50 et 55 ans, c'est peut-être un bon moment d'ouvrir la discussion. Ceci dit, j'ai dit tantôt, on a parlé de facteurs de risque. Donc, si vous avez des facteurs de risque, donc soit que vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou que vous êtes une personne à la peau noire d'origine africaine, caribéenne, on recommande les dépistages souvent plus tôt. Ce qui semble être la ligne dans la majorité des études. On parle de peut-être débuter vers 45 ans à ce moment-là pour ces patients-là. Donc, dans la quarantaine, encore une fois, ça peut valoir la peine d'ouvrir la discussion avec votre professionnel de la santé pour le dépistage dans ces contextes-là. Tantôt, tu parlais peut-être d'une explication pourquoi certaines populations étaient plus à risque en lien avec la testostérone. Il faut comprendre qu'il y a des cancers qui sont sensibles, en fait, qui sont hormonodépendants, comme un peu dans le cancer du sein chez la femme. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'on va surveiller. Si on revient à les symptômes. Tu as parlé tantôt des symptômes de l'hypertrophie ou hyperplasie bénigne de la prostate. Tu étais plus au niveau urinaire. On comprend qu'elle devient plus grosse, puis elle va comprimer le conduit qui arrive de la vessie. Y a-t-il d'autres symptômes qu'il faudrait surveiller, par exemple, ou qu'il faudrait consulter? Tu as parlé du sang dans les urines. J'aurais tendance à vouloir dire le sang dans le sperme aussi. Oui, tout à fait. Des douleurs au niveau de l'éjaculation aussi. Puis, si on a des douleurs au niveau de la région pelvienne, des douleurs, on va dire, osseuses, donc vous avez l'impression d'avoir mal aux os, ça vaut la peine de consulter à ce moment-là. On comprend qu'il y aurait peut-être des cas des métastases, là, mais de toute façon, quand on parle, on se rappelle encore et encore, quand on parle d'un dépistage, c'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Hein? Ça, il faut que ce soit super clair. La minute qu'on est dans, on a un symptôme, on a une inquiétude, on tombe dans de l'investigation. Donc, comme tu as nommé, peu importe si on a des symptômes, on va voir un professionnel de la santé qui va faire le tour avec vous de la problématique, puis déterminer ensemble là, quel test et quelle investigation serait pertinente. C'est important ce que tu nommes, Valérie, parce que un homme qui se présente chez son professionnel de la santé avec des symptômes urinaires, tantôt on parlait de toucher la prostate, que bon, on peut le faire comme on peut ne pas le faire. Là, ça dépend, on va dire, des professionnels puis des lignes de pensée. Mais ceci dit, si vous avez des symptômes, à ce moment-là, on est dans une autre gamme. Là. Donc là, ça sera plus juste une proposition. Il y a des bonnes chances qu'on... On le recommande fortement. Mais pour bien investiguer la situation, on n'aura pas vraiment le choix. Tantôt, je vous ai parlé d'une infection ou inflammation de la prostate qui s'appelle la prostatite. Donc, souvent, on va vouloir éliminer la prostatite dans nos diagnostics. Donc, on n'aura pas vraiment le choix dans l'idéal, de faire ce toucher de la prostate-là pour éliminer la prostatite. C'est pas mal notre meilleure façon pour éliminer ce diagnostic-là. Donc, c'est bien de départager ce qui est du dépistage, donc je n'ai pas de symptômes, versus de l'investigation ou dans une visite diagnostique où là, j'ai des symptômes puis que je veux savoir ce qui se passe avec moi. Exact, parce qu'il y a plusieurs diagnostics qui sont possibles. Donc, si j'ai des symptômes urinaires, je n'ai pas forcément de cancer. Non, en effet. Même probablement pas de cancer, même. Exact. Parce que l'hyperplasie de la prostate est quand même assez fréquente versus le cancer. Je veux dire, oui, il est très présent, mais il n'est pas nécessairement très, très fréquent non plus. Donc, on ne s'inquiète pas systématiquement à chaque fois. Puis c'est bien de consulter parce qu'on est là comme professionnel de la santé pour éduquer les gens, faire de la promotion. Mais justement, on veut rapporter des bonnes nouvelles, là, même si, oui, ça pourrait arriver qu'il y ait un cancer, mais c'est ça, c'est d'être à l'écoute puis de consulter s'il y a une inquiétude. Ouais. Exact. Puis je comprends les gens d'être inquiets. Tu sais, si on prend par exemple l'exemple de Carl Tremblay qu'on connaît bien, qui en est décédé. Puis, tu sais, j'ai lu un peu là-dessus pour essayer de comprendre. Puis évidemment, je connais pas l'histoire en entier, mais ce que j'ai compris, c'est que le cancer a été diagnostiqué à une phase très, très, très tardive. En fait, il y avait déjà des métastases. Puis on a dit tantôt que quand on a un cancer qui s'est répandu, on est vraiment dans des méthodes ou des interventions pour contrôler la progression, mais
la rémission de ça est extrêmement difficile. Ceci dit, c'est des nouvelles qui nous choquent, c'est des nouvelles qui nous... Tu sais, on a même le cancer du sein, on entend des histoires d'horreur. Donc, ça amène une inquiétude qui est tout à fait légitime. Mais l'objectif, c'est de remettre les choses en perspective puis d'expliquer que très peu de cancers sont mortels. Ils évoluent très, très lentement dans la majorité des cas. Donc, de pas hésiter d'en parler. Hein. Je pense qu'on est là pour ça. Oui, puis mais ça m'amène peut-être à penser à autre chose, Valérie, là, avec ce que tu dis. Dans le fond, tu sais, depuis tantôt qu'on parle que c'est un peu ambivalent de dire est-ce qu'on doit dépister les hommes pour le cancer de la prostate, est-ce qu'on ne doit pas? Bien, au bout de la ligne, ça revient à ce qu'on appelle une décision partagée avec le patient. Donc, autrement dit, le patient, s'il ne propose pas à son professionnel, les recommandations qu'on a pour l'instant, c'est que nous, à titre de professionnel, on ne va pas recommander d'emblée le dépistage. Donc, si vous avez une inquiétude par rapport au cancer de la prostate, c'est important d'en parler à votre professionnel de la santé pour ouvrir la discussion. Puis, le travail du professionnel de la santé à ce moment-là, c'est de bien informer son patient sur justement le dépistage du cancer de la prostate pour en arriver à prendre ce qu'on appelle une décision partagée, donc partagée entre le clinicien et le patient selon ses intérêts, selon ses inquiétudes à lui. Parce que, comme on disait, il y a quand même des hauts taux de faux positifs aussi. Donc, à partir du moment où on s'embarque dans le dépistage, il y a plein de choses qu'on peut traverser en lien avec le dépistage. Puis, c'est possible qu'au bout de la ligne, après plusieurs investigations et donc plusieurs périodes d'inquiétude, parce qu'on s'entend que c'est inquiétant, ben ça se peut qu'on arrive au bout de la ligne que finalement, il n'y en a pas de cancer. Avec des séquelles, parce que là, ils ont eu une biopsie, ils ont eu toutes sortes d'interventions, puis finalement, ils ont des fuites urinaires qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Exactement, pour finalement ne pas avoir de cancer, mais qu'on a dû passer à travers toutes ces étapes-là pour en arriver à cette conclusion-là. Donc, c'est pour ça. Puis, il existe des outils qui ont été produits, entre autres, tantôt j'ai parlé de l'INES, mais qui ont produit un outil qui aide le clinicien à discuter de ça avec le patient pour comprendre qu'est-ce qui est important pour la personne. C'est sûr que si l'homme nous dit que moi j'ai peur d'avoir un cancer, j'en dors presque plus parce que je suis trop inquiet, bien, il y a des bonnes chances que pour cette personne-là, peut-être ça va valoir la peine d'aller dans le dépistage pour que on se rassure du moins puis qu'ils puissent dormir. Puis le but ici, c'est pas de faire peur aux gens que, oh mon Dieu, avec la biopsie, il y a réellement beaucoup des effets secondaires de tout ça. Mais comme tu as bien nommé ici, il y a une crainte qui est envahissante. Puis le but, c'est vraiment de faire le tour des habitudes de vie, peut-être d'encourager aussi des choses qui vont aider à réduire le risque. Ça nous empêche pas de l'avoir, mais on ne pourra jamais mettre autant l'emphase sur les bénéfices de faire de l'exercice physique. Ça réduit le stress oxydatif, ça diminue les risques d'avoir un cancer. Puis la saine alimentation aussi, on veut éviter les aliments transformés, les aliments qui sont très, très sucrés. Donc, puis c'est pas facile en bureau. Non, en effet. C'est pas une discussion qui est facile. C'est pas une discussion qui est facile, surtout qu'il y a déjà souvent plusieurs idées préconçues. Parce que, tu sais, beaucoup d'hommes, qui sont dans la cinquantaine et même plus, on va dire, ont été élevés en connaissant, exemple, des hommes de leur entourage que d'emblée, ils subissaient un dépistage. Donc, c'est comme si eux, dans leur tête, c'est déjà enregistré qu'à 50 ou à 55 ans, il faut que je débute mon dépistage du cancer de la prostate. Donc, ils arrivent dans le bureau en nous disant, bon, là, j'ai 55 ans, là, il faut que je débute mon dépistage du cancer de la prostate. Puis là, nous, on leur dit, minute, on va en discuter avant. Oui, c'est un peu atypique de la communauté scientifique. Pas atypique, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, on encourage le dépistage dans le cancer du côlon. Cancer du sein. Cancer du sein, on veut dépister le plus de gens possible pour justement détecter tôt, alors que là, on est complètement dans le champ opposé. Là. Ouais. On veut laisser le choix à la personne de prendre cette décision-là, puis ça peut être angoissant. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a changé beaucoup de paradigme au niveau des soins là, dans les dernières années, puis les personnes peut-être plus âgées sont moins habituées à ça, de se faire retourner le choix. Ils étaient habitués que le professionnel décide pour eux ce qui est bon pour eux, puis qu'ils leur disent, là, vous avez tel âge, il faut faire tel dépistage. Point. Comme vous n'avez pas le choix, finalement. Sauf qu'on est rendu vraiment plus dans un paradigme où on laisse le choix à la personne. Le patient devient presque un client, on va dire. Il va choisir ses soins, finalement. C'est de dire, ce dépistage-là, je le veux. Celui-là, je le veux pas. Puis, tu sais, quand tu choisis en connaissance de cause, donc on va prendre une décision libre et éclairée, le patient, il a le choix, puis il décide ce qu'il veut. Puis, nous, peut-être, en tant que plus jeunes soignants, on va dire, on est habitué à ça, puis c'est normal pour nous de retourner la décision patient, mais certains patients ne sont pas habitués
habitués à ça, puis sont un peu confrontés de dire, ben non, mais dis-moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ben là, c'est pas nécessairement tout blanc ou tout noir. Là. Parce que ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas bon pour tout le monde nécessairement. C'est chacun son ressenti puis ses craintes. C'est vraiment une bonne façon de l'amener. On serait rendu au segment spécial, Patrick. Oh, d'accord. On a un partenaire qui est l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec qui supporte notre projet. On les remercie grandement. Alors, la question va comme suit. J'y vais? Oui. Donc, Patrick, comme tu le sais, la mission de l'Ordre est de protéger le public. Dans ton rôle, toi, comme IPS au quotidien, c'est quoi les stratégies que tu mets en place pour t'assurer d'avoir une pratique sécuritaire? C'est une bonne question. À vrai dire, c'est sûr que comme IPS, là, si on prend la pratique vraiment clinique, je pense que, comme plusieurs de mes collègues l'ont nommé auparavant dans ce même podcast, je pense que, la formation continue, c'est un incontournable dans le sens qu'on sait que tout ce qui est études, communauté scientifique, ça se développe vitesse grand V. Donc, si on se maintient pas à jour dans nos connaissances, on peut passer à côté de beaucoup de choses pertinente pour la qualité des soins qu'on donne à nos patients. Surtout nous en première ligne, je pense que étant donné qu'on touche vraiment à tous les systèmes, à tous les problèmes de santé, je pense d'autant plus important de toujours tenter de se tenir informé sur ce qui se passe. Ceci dit, je pense que dans mon rôle actuel, je vous ai nommé tantôt que présentement je suis chef de service, donc je m'occupe, on va dire, j'encadre beaucoup les IPS de ma région. Je pense que j'ai une belle opportunité, si on peut dire, d'assurer la sécurité des soins là, qui sont donnés aux patients, dans le sens que j'ai un rôle un peu de vigie sur le rôle, bien encadrer le rôle de l'IPS, de bien le cadrer, puis de rehausser, on va dire, la compétence des IPS là, au sein de mon institution. Donc, je pense que c'est une autre belle façon pour moi de mettre de l'avant la sécurité des soins. Absolument. Puis tu contribues aussi dans ton rôle à la formation continue du groupe des IPS, c'est ce que... Oui, exact. À vrai dire, c'est en partenariat avec, exemple, ma conseillère cadre, oui. C'est sûr qu'on a souvent un calendrier de formation continue, donc on s'assure d'essayer d'avoir toujours des formations sur des nouveautés. S'il y a des choses qu'on sait, des nouvelles lignes directrices qui viennent de sortir, on va essayer d'assurer qu'il y ait une formation en lien avec ces nouvelles lignes directrices-là, par exemple. Puis on optimise vraiment le potentiel de notre bassin d'IPS. Donc, on a plusieurs IPSSA aussi dans notre CIUS. Donc, on en profite pour mettre leurs compétences à profit pour la première ligne et les autres IPS. Alors, Patrick, quels sont les messages clés aujourd'hui pour le cancer de la prostate? La chose la plus importante à retenir aujourd'hui, c'est que le dépistage n'est pas nécessairement pour tout le monde. Ouais. Puis que la clé, c'est d'ouvrir la discussion avec votre professionnel de la santé, puis pour toute inquiétude. Hein, si moindrement, même si vous n'avez pas la tranche d'âge qu'on a parlé aujourd'hui, mais que ça vous inquiète, parlez-en à votre professionnel de la santé. Restez pas avec cette inquiétude-là, puis à n'en plus dormir, exemple, parce que ça vous préoccupe trop. Donc, d'ouvrir la discussion, je pense, c'est la clé numéro 1. Puis, une autre chose que je pense qui est important de retenir, c'est que c'est pas tous les cancers de la prostate qui sont mortels, dangereux et qu'on doit absolument traiter. Donc, je pense que c'est une autre idée à se mettre en tête pour réfléchir en lien avec le dépistage, on va dire, du cancer de la prostate. Très peu de ces cancers-là tuent, en fait. Je pense que c'est ça qui est à retenir. Je pense que le mot cancer fait peur, c'est normal, mais la plupart des gens vont succomber de d'autres problématiques de santé, dont les maladies cardiovasculaires, beaucoup. Oui, donc, d'avoir des saines habitudes de vie, de bouger, de bien manger, va contribuer à une meilleure santé globale. Toi, Kim, qu'est-ce que tu aurais à dire pour... Moi, j'encouragerais les hommes tout simplement à parler de leurs inquiétudes et à consulter. Trop peu d'hommes, je pense, parlent de ces symptômes-là, parlent pas de leurs symptômes urinaires, ne parlent pas de la prostate. De consulter. On est là, oui, pour dépister. On essaie d'être être avant-gardiste aussi. On veut pas annoncer une mauvaise nouvelle, mais de consulter. De pas se laisser traîner avec une petite inquiétude puis de pas en parler parce qu'on est gêné. J'ai, en fait, en faisant les recherches pour ce projet-là, pour ce balado-là, moi, j'ai découvert des ressources incroyables. Tu as parlé de l'INES, tu as parlé de notre guide de prévention clinique. Il y a le site Procure, que j'adore, qui est vraiment, vraiment bien. Vraiment. On va déposer tous les liens pour vous. Le Procure a aussi une ligne d'écoute. Il y a des infirmières qui sont spécialisées en cancer de la prostate, c'est gratuit, c'est 24/7. Si vous avez des questions, des inquiétudes, puis que vous n'avez pas accès à un professionnel de la santé,
santé, c'est une super belle ressource. Puis ils ont des podcasts aussi. Oui, il y a un podcast qui est fantastique, puis ils parlent vraiment de la prostate, comment vivre aussi avec ce cancer-là après une biopsie, après une chirurgie. C'est magnifique. Moi, j'avais trouvé aussi le livre Intrigante prostate qui est écrit par un médecin spécialiste en cancer qui s'est retrouvé, lui, malheureusement, à l'autre côté, qui vient de publier un livre justement sur son expérience personnelle avec une touche un peu humoristique. Là, évidemment, c'est du sérieux, mais il aborde la problématique de façon médicale, mais aussi de sa perspective puis des conséquences. Fait que si jamais c'est quelque chose, si jamais vous êtes atteint d'un cancer ou vous avez des questions, il y a beaucoup de choses qui sont là pour vous accompagner. On va tout mettre les liens dans la description. Patrick, merci. Ben, merci tellement à merci vous. Beaucoup. Merci. J'ai omis de mentionner que tu es également impliqué dans l'enseignement. Là, tu es tuteur et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. D'ailleurs, on donne le même cours, mais sur des campus différents. C'est un cours sur la prévention clinique. On a vraiment un intérêt pour ça. Alors, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour ton temps. En espérant que ça aura été un épisode qui vous est utile. Partagez si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui ont cette inquiétude-là ou qui pourraient bénéficier de l'information. Puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous.